Bonjour et bienvenue dans ce webinaire gratuit d'Happiness Consult, un des nombreux webinaires qu'on a déjà réalisés et qui rencontrent de plus en plus de succès, avec un titre aujourd'hui: Je fais quoi quand déléguer me prend plus d'énergie que de faire ça moi-même? On est parti pour une heure ensemble, je vous souhaite un très très bon moment et je partage avec vous évidemment le PowerPoint d'animation du jour. Première chose d'abord, vous rappelez qui est Happiness Consult et ce qu'on fait. Happiness Consult, c'est d'abord une grande garantie de qualité. Nous, on est des praticiens. On a envie tout simplement que les gens qui participent à nos formations, que ce soit en présentiel ou en digital, sortent avec des outils concrets et se disent qu'ils n'ont pas passé du temps pour rien et qu'ils soient équipés, outillés pour pouvoir mieux gérer leurs équipes par la suite. Et notre de grosses plus-values, je pense que c'est d'apporter ces outils concrets aux managers qui sont aujourd'hui de plus en plus en difficulté par un monde qui change et tout simplement des obligations dans les entreprises avec une surcharge très très importante. On a deux franchisés qui travaillent avec nous, Johan, Rosetta, qu'on les salue évidemment bien bas, qui travaillent sur les zones du Hainaut, de Bruxelles et le Brabant, mais aussi en Flandre. On a 15 partenaires qu'on remercie aussi, qui sont très très précieux puisqu'ils animent toutes nos formations dans vos différentes entreprises. Et on a une salle qui est notre siège aussi et notre habitation d'ailleurs, qui est le Germoir des Talents, avec une salle de séminaire où la grande majorité de nos formations se déroulent et où les gens ont bon de venir prendre l'air à la campagne et de découvrir un endroit magnifique. On travaille deux volets, le présentiel et le digital. Et en présentiel, on donne des formations, du coaching, des conseils en management et aussi des conférences, un peu de consultance. Et en digital, on donne des formations distancielles, des webinaires gratuits comme aujourd'hui, et puis surtout des ressources pédagogiques où de temps en temps on vous donne des petits trucs et astuces, 2 minutes pour. En tout cas, allez voir sur notre site et n'hésitez pas à nous découvrir. Parallèlement à ça, on apporte beaucoup d'importance aussi à la démarche RSE, puisqu'on vit dans un endroit magnifique. On roule beaucoup pendant l'année pour aller dans les différentes entreprises et on a envie de rendre ça à la nature. N'hésitez pas à venir nous rendre visite, c'est un très 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 bel endroit. Alors pourquoi ce webinaire? D'abord parce que manager, on le disait tout à l'heure, c'est un rôle qui change très très fort ces dernières années et on voit beaucoup de managers qui sont complètement déboussolés parce que ce qu'on attendait d'eux il y a quelques années, c'est plus du tout la même chose aujourd'hui et ça engendre très souvent de la surcharge. Ils se trouvent complètement déboussolés en disant mais moi je m'occupais de dossiers avant, je m'occupais de pouvoir préparer complètement les choses qu'on me demandait qui étaient souvent des dossiers techniques. Aujourd'hui, on me demande en plus de gérer des gens, ça c'est quand même beaucoup plus compliqué et ça m'amène de la surcharge. Et puis c'est une fonction qui est extrêmement exposée à la fatigue et on voit aujourd'hui que la population des managers est particulièrement exposée, notamment au burn-out et à la fatigue. Et nous, on ne vous souhaite pas ça. On vous souhaite de pouvoir d'abord être heureux dans votre rôle de manager parce que c'est là que vous êtes efficace, mais surtout d'être une bonne ressource pleine d'énergie et de dynamisme pour vos équipes parce que c'est quand vous êtes vous-même comme un poisson dans l'eau que vos équipes fonctionnent bien, on en est persuadé. Mon objectif du jour avec vous, c'est quoi? C'est d'explorer ensemble, en profondeur, la notion de délégation en 2026, à travers des cas pratiques et des outils concrets, je vous le disais tout à l'heure, pour mieux vous aider à déléguer au quotidien. Et on verra que déléguer, c'est pas si simple que ça. Au-delà du sujet du jour et de mon objectif, en plus je souhaite que ce soit sympa, dynamique, on va essayer de tenir le timing, on est là pour une heure. J'aimerais vous apporter peut-être un autre regard et vous donner l'envie d'essayer autre chose avec vos équipes dès demain matin. Qu'est-ce qu'on entend le plus sur le sujet? Ça va quand même être quelque chose d'important qui probablement va vous permettre de relier avec votre réalité. Ce qu'on entend d'abord, c'est je le fais moi-même parce que ça va beaucoup plus vite et je suis sûr que c'est bien fait. On traitera de cette question tout à l'heure. C'est évident que vous avez la certitude quand vous le faites vous-même que c'est fait comme vous le souhaitez. Mais la question fondamentale, c'est est-ce que c'est ça votre job? Deuxièmement, je ne comprends pas bien qu'ils n'aillent pas au fond des choses, qu'ils aient l'air de s'en foutre. Enfin, et en plus, cette jeune génération, c'est souvent ce qu'on entend. Ils n'ont pas la même échelle de valeur que moi. Je ne comprends pas qu'ils ne puissent pas être aussi intransigeants, exigeants, méticuleux que moi.
S'ils ne comprennent pas, je vais quand même pas répéter 30 fois la même chose. Qu'est-ce qu'on entend cette phrase-là dans les entreprises? C'est extraordinaire. Et je vous donne déjà une bribe de réponse. Non, ne répétez pas 30 fois la même chose. Il existe d'autres techniques. Une quatrième chose qu'on entend, il y a des problèmes de compétences et d'envie. Bah, peut-être. Euh, et je dirais même, si c'est le cas, alors c'est justement dans votre rôle managérial qu'il y a des choses à faire. Certes, vous n'êtes pas RH, vous n'êtes pas responsable des engagements, mais s'il y a probablement un problème de compétences et d'envie dans votre entreprise, il va falloir le prendre à bras le corps. Et votre mission aussi de manager, c'est de pouvoir vous occuper en partie de ça. Pour déléguer, il faudrait déjà que j'ai des gens dans mon équipe. Alors ça, je l'ai entendu encore récemment, et je me dis, mais c'est complètement dingue en fait. Si tu n'as personne pour faire le boulot, alors t'es pas manager, c'est que toi-même, tu es l'opérateur. Comment pouvoir faire fonctionner une équipe si t'as pas assez de gens dans l'équipe? Et alors à ce moment-là, bah, ta première priorité, ça va être quoi? Ben, ça va être de remplir le cadre, de faire qu'il y ait une équipe. Sinon, toi-même comme manager, tu ne sers pas à grand-chose. Une chose aussi qu'on entend, c'est il faut de toute façon que je vérifie tout. Et on traitera cette question qui est quand même, ou en tout cas cette affirmation qui est quand même très très importante. Euh, je serais plutôt d'avis aujourd'hui de dire que oui, en tout cas, il faut que vous assumiez tout. Je ne sais pas s'il faut vérifier tout, mais en tout cas, assumez tout. On abordera ça tout à l'heure. Et une toute dernière question, j'ai déjà eu de sales blagues, et après ça, ça me retombe toujours dessus. Donc moi, vous savez, je ne veux plus prendre ce risque-là, et donc je fais ça moi-même. Grosse question qui empêche souvent les managers de faire confiance, de donner confiance, et de faire faire alors que ben, aujourd'hui, ils le font eux-mêmes. Et pas mal de cas concrets qu'on connaît où effectivement, c'est quand même retombé sur la tête du manager. Donc c'est autour de ces 7 affirmations-là ou questions-là qu'on va travailler pendant 1 heure ensemble et on va les traiter en essayant de vous outiller. Si vous vous êtes reconnu déjà à ce stade, probablement que vous êtes au bon endroit. Vous nous avez aussi, parce qu'on vous a sollicité avant le webinaire, posé des questions sur le sujet, et je vous propose de les partager. On les a regroupées en 3 grandes thématiques. Je vous propose de les partager. Première question qu'on nous a posée, c'est est-ce qu'on est nombreux dans cette situation de ne pas savoir bien déléguer? Vous qui voyez beaucoup d'entreprises, vous en pensez quoi? Deuxième question qu'on nous a posée, est-ce qu'il y a des profils particulièrement sujets à la question de la délégation ou de la non-délégation, de la difficulté à déléguer? Et enfin, avant j'étais directeur, directrice, je traitais les dossiers. Aujourd'hui, on me dit que je suis manager et que donc je ne dois plus faire ça. C'est vrai, mais alors je sers à quoi? Alors, les réponses. Eh bien, c'est relativement simple. Est-ce que vous êtes nombreux dans cette situation? Ben, je vous dirais que oui, vous êtes nombreux dans cette situation. On constate aujourd'hui que d'ailleurs tous les managers qui sont surchargés sont souvent des gens qui ont des difficultés de délégation. Alors, c'est pas de votre faute, c'est tout simplement une question de vous avez tellement envie de bien faire, vous avez envie tellement de contrôle, vous avez envie à un certain moment que le résultat soit exactement celui que vous voulez avec la méthode que vous voulez, que bah, probablement vous passez du temps à vérifier, à faire les choses à la place d'eux. Et entre nous, si j'étais dans votre équipe et que c'est le cas, moi, je serais plutôt confort, moi, hein, de me dire que mon manager, en fait, il fait très bien les choses. Et je pourrais me reposer sur lui. Non, non, pour moi, il faut inverser les choses. Aujourd'hui, vous, manager, vous êtes là pour vous reposer sur votre équipe, certes pas les abandonner, mais ils sont là pour faire les tâches que vous souhaitez qu'ils réalisent et d'obtenir les résultats que vous souhaitez. Et vous, vous devez vous reposer sur eux. Mais donc oui, rassurez-vous, vous êtes nombreux dans la situation. Je dirais même qu'il y a aussi une historique là-dedans. C'est que auparavant, c'est ce qu'on demandait aux managers. Et donc, bah, ceux qui travaillent depuis longtemps, ils sont un peu déphasés aujourd'hui de se dire, bah, on a changé le métier de manager. Avant, j'étais directeur, je suis manager. Ça a changé les choses dans ma tête, dans mon esprit. Mais moi, j'ai pas encore fait le switch de la délégation. Vous qui voyez beaucoup d'entreprises, vous en pensez quoi? Ben, ce qu'on en pense, nous, à Happiness Consult, c'est que c'est un vrai drame. Un vrai drame d'abord pour les managers,
parce qu'ils se fatiguent énormément, c'est pas agréable, c'est pas confortable. On voit des gens qui sont à la limite de l'exténuation, qui sont très contents de voir arriver les vacances et qui connaissent un stress abominable, qui ont difficile de combiner ça avec leur vie de famille. Enfin bon, vraiment des situations personnelles très compliquées. Et en même temps, des équipes qui ne s'épanouissent pas. Des équipes qui ne se développent pas, des équipes qui ne prennent pas d'autonomie, des équipes qui, de temps en temps, se disent moi je vais lever le pied parce que de toute façon, il y a quand même quelqu'un pour me couvrir derrière. Et donc, des équipes qui manquent de responsabilité. Petite phrase qu'on entend très souvent, ils ont 2 ans et demi dans mon équipe. Et là, je vous envoie un petit caillou dans la chaussure. S'ils ont 2 ans et demi, c'est que probablement on les manage comme des enfants de l'école maternelle. Et vous n'êtes probablement pas instituteur ni institutrice maternelle. Et eux, rassurez-vous, n'ont pas 2 ans et demi. En fait, ils n'ont pas 2 ans et demi. Dans la vie de tous les jours, ce sont des adultes responsables qui s'occupent de leur famille, de leurs achats, de leurs vacances. Enfin, ils gèrent leurs trucs, quoi. Ils n'ont pas besoin de manager dans leur vraie vie. Et tout à coup, au boulot, ils laisseraient leur intelligence, leur autonomie, leur responsabilité dans le vestiaire avant d'arriver chez vous. Je n'y crois pas. Il faut tout simplement qu'on puisse accorder nos fonctionnements pour qu'ils puissent aussi s'autonomiser au quotidien dans la vie professionnelle. Est-ce qu'il y a des profils particulièrement sujets à la question de la délégation? Ah ben la réponse est oui, clairement, si vous connaissez les profils DISC ou HBDI, tous ceux qui sont cerveau gauche, il y a beaucoup, beaucoup plus de chances qu'ils soient concernés par la question de la délégation, des gens qui aiment la maîtrise, qui aiment le contrôle, qui aiment la vérification, qui aiment les process, qui sont plutôt dans les chaînes de commandement et pas tout simplement dans l'empathie, dans la relation, dans le projet, dans l'imagination, ont plus de tendance à avoir des difficultés de délégation. C'est pas grave, il faut juste le savoir et se connaître soi-même, c'est déjà une belle manière de pouvoir se dire tiens, où est-ce que je pourrais éventuellement activer l'une ou l'autre des clés pour pouvoir avancer moi-même. Et ce n'est pas une tare de vouloir tout contrôler, c'est tout simplement un mode de fonctionnement. Et enfin, dernière question, avant j'étais directeur, directrice, je traitais les dossiers. Aujourd'hui, on me dit que je suis manager. Grosse, grosse différence. Oui, aujourd'hui, vous êtes responsable non pas du résultat de vos dossiers, mais aussi, tout simplement, de la gestion de votre équipe. C'est un plus. C'est pas ou, c'est et. Et donc, ça fait une surcharge terrible. Et si demain, vous devez faire un choix entre terminer, ficeler un dossier de manière impeccable ou gérer une équipe, je dirais plutôt que votre job premier, c'est d'abord de gérer l'équipe parce que c'est elle qui devrait être responsable de ficeler, de gérer et d'obtenir un dossier qui est parfaitement ficelé pour pouvoir l'envoyer plus loin ou tout simplement le réaliser. Et donc, je dois plus faire ça? Ben, je dirais en partie non, puisque vous avez des gens pour le faire. Donc oui, je pense que c'est plutôt vrai. Votre job a changé et aujourd'hui, les managers sont d'abord des gestionnaires de l'humain avant d'être des gestionnaires de dossiers. Bon, revenons à ce que nous entendons et c'est ce qu'on va traiter. C'est ça qui va nous aider finalement à essayer de découvrir, en fonction de ces affirmations, les outils et les clés. Je le fais moi-même, ça va beaucoup plus vite et je suis sûr que c'est bien fait. Je vous dirai que c'est vrai. C'est vrai à la condition que je ne partage pas mes infos. Puisqu'ils ne savent pas, je suis le seul à pouvoir le faire. Et donc évidemment qu'ils ne sauraient pas le faire aussi bien, aussi vite que moi, puisque je suis le seul à connaître ces infos-là. C'est vrai aussi si je ne partage pas la compétence. Si moi j'ai 20 ans d'expérience dans le domaine, que je connais absolument tout sur le bout des doigts, et que eux n'en ont pas de compétences, ben c'est évident que ça va aller plus vite de le faire moi-même. Mais encore une fois, dans ce cadre-là, quand deviendront-ils compétents et quand est-ce que je vais pouvoir leur refiler le bébé pour que moi je puisse m'occuper d'autre chose? Vrai aussi, si vous dominez les process. Si vous connaissez tous les process sur le bout des ongles, voire si vous les avez écrits vous-même, alors effectivement, c'est facile pour vous puisque c'est naturel, c'est quelque chose que vous faites naturellement bien et facilement. Et encore une fois vrai, si vous ne dépendez de personne, si vous êtes totalement autonome, vous gérez en fait tout simplement vos dossiers. Je dirais même, avant, on avait des silos dans les entreprises, avec des espaces clairement définis, très sécurisants pour les managers. On avait le temps, hein, pour envoyer un courrier, il fallait une semaine avant qu'il revienne. On avait des petites mains pour des tâches basiques, le courrier, l'agenda, les comptes rendus. En fait, on avait le secrétaire, c'était super, et les managers, ils s'occupaient de quoi? Ils s'occupaient de leur dossier. Mais ça, c'est fini. Aujourd'hui, pour toutes ces tâches complémentaires, l'agenda, les comptes rendus, vos courriers, vous gérez ça vous-même.
Il n'y a plus les petites mains aujourd'hui. Il ne devrait plus y avoir dans vos équipes que des grosses mains, c'est-à-dire des gens qui vous aident à réaliser les tâches complexes qui, aujourd'hui, tout simplement, ne sont plus uniquement de votre responsabilité. Et pour ça, ils doivent être compétents, ils doivent avoir les process en tête et ils doivent avoir l'information nécessaire pour pouvoir réaliser ces tâches. Je dirais que c'est faux aussi. Depuis que les systèmes sont complexes, je viens de vous l'expliquer, depuis surtout que tout s'accélère. Je ne sais pas si vous voyez, l'arrivée de l'intelligence artificielle va encore augmenter la vitesse d'exécution. Aujourd'hui, de toute façon, dans un avenir très très proche, vous ne saurez plus maîtriser totalement les choses. Donc en fait, courir après le manque de délégation, c'est un peu courir après un TGV. Vous ne le rattraperez plus. C'est terminé, c'est une autre ère et la délégation devient une nécessité. Dominer tout devient tout simplement impossible et je vous dirais donc que vous n'avez pas le choix. C'est plutôt une bonne nouvelle ça, de se dire, ok, la délégation, c'est pas une question de choix, c'est une question d'obligation. Parce que j'ai beaucoup plus à gérer aujourd'hui, j'ai des gens à gérer, j'ai des choses que je ne faisais pas avant à gérer en plus. Si je veux combiner tout ça, je vais tout simplement exploser. Donc oui, euh, vous le faites vous-même. C'est bien parce que le résultat est là et vous êtes super sécurisé. Mais en fait, vous savez quoi? C'est juste intenable. Donc je vous demande d'arrêter systématiquement de vous mettre en tête que c'est encore possible. À l'avenir, c'est juste impossible. Et si vous voulez vous sauver vous-même, il est temps de commencer le plus rapidement possible. En faisant quoi? En laissant tomber les choses, avant de tomber soi-même. Les réflexes que vous avez aujourd'hui, c'est quoi? Je garde ce qui est connu, ce que je maîtrise, mes dossiers, mes habitudes, ça c'est super facile. Dans un contexte de changement important, on a tous envie de se sécuriser, donc de se dire, ça je fais bien, ça je domine bien, ça je suis sûr de ce que je fais. Donc je vais garder ça. Et on laisse tomber ce qui est nouveau, ce qui est difficile, nos hors habitudes, et c'est tellement bon de se sentir irremplaçable, parce que ça je le maîtrise, je le fais très bien. Oui, mais les gens qui sont dans votre équipe, eux, en fait, ce qu'ils attendent de vous, c'est que vous preniez des risques, c'est que vous commenciez à leur faire confiance. Et puis, j'entends encore trop souvent aujourd'hui des choses telles que, vous verrez, je ne sais pas ce qu'ils vont faire quand je ne serai plus là. Je ne dis pas que vous le dites, mais je l'entends encore en entreprise. Non, il n'y a personne d'irremplaçable et les cimetières sont peuplés d'irremplaçables. J'ai entendu une chose qui m'a choqué récemment, c'était dans une entreprise de production, avec des gens qui avaient des process complexes pour réaliser des matériaux extrêmement précis pour l'aéronautique. Et un des responsables m'a dit, moi, la recette et le process, je le donnerai à la personne que j'aurai choisie le jour que j'aurai choisi. Je ne vous dis pas, hein, lui n'avait absolument aucune envie de déléguer parce que sa connaissance, c'était son pouvoir, c'était sa force et il voulait garder ça pour lui. C'est juste un drame dans une entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la société du partage et donc vous avez tout intérêt à ouvrir un maximum les portes de la connaissance et de l'information pour que vous puissiez être, oui, remplaçable, que vous puissiez être secondé et vous puissiez en fait responsabiliser vos équipes dans la réalisation des tâches. Ne pas déléguer, en fait, ça donne une espèce de paix, puisque j'ai le contrôle sur tout. Ça me donne un pouvoir égotique, c'est super, magnifique, regardez comme je suis bon, et en fait, comme ça, au moins je suis irremplaçable, on ne saura pas se passer de moi. Et ça me donne probablement un certain confort opérationnel, mais avouez quand même, ça fait un peu drôle d'entendre ça, quoi. Si c'est ça que ça apporte, alors je trouve qu'il est quand même grand temps de se poser la question de est-ce que c'est sain dans une entreprise de pouvoir garder ce pouvoir-là. Et pour moi, le prix à payer dans ces cas-là, avec un système qui s'alimente très fort et on augmente terriblement la vitesse d'exécution et les choses à faire, c'est l'épuisement, la démobilisation de votre équipe, et puis un très très gros danger pour votre entreprise parce que le jour où vous tomberez, ça va être effectivement un trou énorme avant de reconstruire quelque chose de positif avec tout le monde. Et donc je vous donne une bonne nouvelle. Déléguer en 2026, pardon, ce n'est plus un choix, c'est une obligation. Et comme c'est effectivement une obligation, on va devoir envisager ça comme ça. Et pour ça, on va se dire, allons-y gaiement, c'est parti. Deuxième chose, je ne comprends pas qu'ils n'aillent pas au fond des choses, qu'ils aient l'air de s'en foutre. C'est normal, alors ça c'est plutôt rassurant. Je vous dis, c'est normal que vous vouliez
qu'ils agissent comme vous, que vous vouliez qu'ils soient un peu comme vous et qu'ils soient vous en fait. Parce que on se regarde toujours en disant mais pourquoi tu ne le fais pas comme moi? Ben, d'abord tout simplement parce qu'ils ne sont pas vous et qu'ils n'agissent pas comme vous. Euh, Avant, le résultat et la méthode, c'était la chose qui avait la même importance. Résultat et méthode. Fais comme je te dis pour obtenir le résultat que je te dis. Et ça marchait dans certains cas. Et vous aviez en face de vous des gens qui étaient exécutants et qui faisaient ce que vous disiez et qui obtenaient le résultat que vous vouliez. Alors ça, c'était super, hein, c'était super facile. Vous aviez de bons exécutants. D'ailleurs, les profs, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Ils expliquaient, ils donnaient des réponses, les parents montraient, les enfants imitaient, les adultes corrigeaient, on obtenait des résultats. Yalla, super. Ouais, mais ça, c'était le monde d'avant. Aujourd'hui, en fait, le monde a changé. Et même quand je parle d'école ou de parents, c'est complètement différent, quoi. À l'école, on fait des essais-erreurs, on montre des situations problèmes. Les profs, au lieu de donner réponse, ils posent des questions aujourd'hui. Les parents impliquent leurs enfants, leur demandent comment ils feraient, ce qu'ils veulent faire. Les enfants essayent, ils ont le droit à l'erreur. Et en fait, les résultats sont la conséquence des essais-erreurs. Vous vous rendez compte comme le monde a complètement changé? Et donc aujourd'hui, dans vos équipes, ceux qui paraissent être des extraterrestres pour vous parce qu'ils ne sont pas comme vous, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes méthodes d'apprentissage que les vôtres ou le même fonctionnement que le vôtre, éducatif. Et donc en fait, si je venais sur le pas normal, ben, je dirais que c'est évidemment pas normal, ils ne sont pas vous. Est-ce que c'est normal qu'ils doivent faire comme vous? Ben, moi, je trouve pas ça normal. Ils n'agissent pas au quotidien comme vous, ils n'ont pas la même normalité que vous. Donc ce qui vous paraît normal n'est en fait pas la normalité globale. Attention quand même, le résultat, ça, ils vont devoir l'obtenir. Hein. On va pas négocier le résultat, ça me semble important. Et on constate de plus en plus que l'expérience, ça ne se transmet pas. C'est un truc qui s'acquiert, qui se vit. J'ai beau raconter ma vie à tout le monde, à mes enfants, à mes collègues, c'est pas parce que je leur raconte ma vie qu'ils vont en tenir compte et qu'ils vont faire la même chose que moi. À mes yeux, seul devrait compter le résultat dans un juste temps. Un juste temps, c'est le temps qu'on a convenu ensemble en fait. Ils doivent pas nécessairement le faire comme moi. Par contre, ils doivent obtenir le résultat convenu, ça c'est importantissime, dans le délai négocié. Et donc on va passer d'une version explicative à une version responsabilisante. Et je vous demande un truc, s'il vous plaît, gardez le niveau d'exigence. Ne diminuons absolument pas le niveau d'exigence. C'est la seule chose que je ne veux pas négocier. Mais les méthodes, on va pouvoir les négocier. Et le timing, on va devoir en discuter ensemble pour obtenir le résultat. Ne faites pas comme moi les gars. Obtenez le résultat, votre manière. Si elle est convenable, si elle vous permet dans le même timing d'obtenir un résultat, elle est aussi bonne pour moi. Première étape dans le mindset de la délégation. Mes collaborateurs doivent donc obtenir les résultats convenus dans le délai négocié. Et éventuellement, si le résultat n'est pas OK, je peux vous demander qu'est-ce qui se passe si le résultat n'est pas OK? Parce que ça arrivera encore. On est dans la logique de l'essai-erreur. Oui, mais moi, je suis responsable, in fine, de ce qui va se passer. Eh ben, si le résultat n'est pas OK, il y a 6 raisons possibles à cela. Soit il ne sait pas le faire, ou elle ne sait pas le faire. Il ne veut pas le faire. Il n'a pas compris. Elle est de mauvaise foi. Il a oublié. Ou il sait que vous repasserez de toute façon derrière. C'est les 6 raisons qu'on voit possibles à expliquer. Mais ça serait peut-être intéressant d'utiliser cet outil avec eux. Comment est-ce qu'on ferait? Ben en fait, une fois que le résultat n'est pas au rendez-vous, je vais leur dire, ben tiens, toi, Jérémy, et moi, Olivier, on va se mettre autour de la table et on va cocher la raison pour laquelle le résultat n'est pas obtenu. Dis-moi. Moi, je crois que c'est parce que c'est de la mauvaise foi. Et j'entends un tas de managers qui croient que c'est automatiquement de la mauvaise foi. Souvent, très souvent, je ne vois pas de mauvaise foi chez les collaborateurs. Je vois des gens qui ne veulent pas faire, parfois, qui ne savent pas faire, qui ont oublié, ou qui savent de toute façon que vous allez repasser derrière. Donc ils se disent, de toute façon, François Olivier va quand même le faire. Pourquoi est-ce que j'irais m'esquinter? Et dont ne veulent pas le faire, c'est pas toujours de la mauvaise foi. Hein. C'est tout simplement, ils ne veulent pas parce qu'il y a un autre truc que vous leur avez demandé en urgence, c'est parce que les priorités se court-circuitent, parce que quelqu'un d'autre de vos collègues, un autre manager a demandé aux choses en même temps. Enfin, il y a mille et une raisons pour ça. En tout cas, avant de commencer à agir, il va falloir comprendre la raison pour laquelle le résultat n'est pas au rendez-vous. On va, derrière ça, tenter de comprendre les causes profondes. Et je vous donne un exemple. On va utiliser les 5 pourquoi. Quelqu'un vous dit, ben,
Moi, je suis désolé, mais ça, je ne veux pas le faire aujourd'hui. Je dis, mais pour quelle raison tu ne veux pas faire ça aujourd'hui? Dans ma tête, de manager, l'interprétation directe, c'est ça, mauvaise foi. Non, non, non. Pour quelle raison tu ne veux pas le faire aujourd'hui? Et on entend parfois des réponses de dingue. Hein. Ben, je t'avais demandé congé après-midi et tu m'avais dit oui. Ah, j'avais oublié. En fait, parfois, quand on creuse un tout petit peu, la raison, elle est très objective. Ou bien, ben, le big boss m'a demandé tout simplement en première priorité de pouvoir préparer la réunion de demain. Ah, mais je ne le savais pas. Ok, on va juste se poser la question, essayons de comprendre la raison pour laquelle les gens ne le font pas. Ou bien ils disent, je ne sais pas le faire. Ben, en fait, et souvent, j'entends les managers qui disent, ben, en fait, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ben, d'abord, excuse-moi, c'est pas mon rôle, moi, de manager, d'aller essayer de comprendre ce que je ne sais pas faire. Hein. C'est toi qui es mon responsable, et donc à un certain moment, tu devrais savoir ce que je sais faire et pas faire. Pourquoi tu sais pas le faire? Pour quelle raison tu sais pas le faire? Ben, tout simplement parce que j'ai pas accès au programme et puis j'ai pas été formé à ça. Ok, ben voilà. Une fois qu'on aura compris les raisons, si elles sont bonnes, ben en fait, tout simplement, on va pouvoir agir. Et donc, visons plutôt les quelles raisons, plutôt que de simplement la condamnation a priori de oh, ben, c'est sûrement de la mauvaise foi. Une fois que cette raison a été identifiée, ben, on va essayer de chercher des solutions. On va chercher des solutions durables sans faire à la place d'eux. S'il vous plaît, très souvent, je vois des managers qui donnent les réponses. Mais non, posez des questions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tu acceptes de le faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tu saches le faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tu puisses le faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tu n'oublies plus? Et en fait, souvent, les managers donnent les réponses. Ils disent, ah, tu devrais l'écrire sur un petit bout de papier, ou tu devrais le marquer dans ton agenda. Mais en fait, peut-être que pour vous, ça marche, ça. Mais la personne qui est en face de moi, je ne sais jamais ce dont elle a besoin. Et donc, c'est à elle que je demande comment tu vas faire pour. Comment tu vas faire pour ne plus que ça arrive. Comment on va faire ensemble pour que tu saches le faire? Tu as besoin de quoi? Et je vois encore des managers qui ont l'habitude de former. Je vais t'expliquer, je vais te remontrer. Mais vous lui avez déjà montré 5 fois. Si vous lui avez déjà montré 5 fois et qu'il ne sait toujours pas le faire, soit c'est de la mauvaise foi, soit c'est que vous expliquez mal, ou bien qu'on n'a pas trouvé le bon chemin pour expliquer, quoi. Et je vous rappelle encore une fois, il est possible qu'il y ait de la mauvaise foi. Et la seule chose, c'est que si j'ai identifié un jour que c'est vraiment de la mauvaise foi, là-dessus, je ne passerai pas par 4 chemins. La mauvaise foi, c'est conséquence. Conséquence directe. Je suis désolé, tout le reste j'essaie de comprendre, mais la mauvaise foi, c'est quelque chose sur lequel je peux juste faire une chose, c'est dire ça va pas durer très très longtemps, je t'assure. On a un gros problème. Tout le reste, je suis certain que vos collaborateurs ont la réponse aux problèmes qu'ils ont identifiés. Comprendre, ça ne veut pas dire accepter, hein. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas le faire que je suis d'accord qu'ils ne veuillent pas le faire. C'est pas parce qu'ils ne savent pas le faire que je suis d'accord de dire, bah, t'inquiète, je vais le faire à ta place. C'est pas parce qu'ils ont oublié que je suis d'accord qu'ils oublient. Non! Comprendre, c'est pas accepter. Par contre, agir sans comprendre, ça c'est juste inutile. C'est mettre des choses en place comme si tout à coup on essayait de déplacer des meubles alors que le problème n'est pas une question de déménagement. Donc s'il vous plaît, au lieu de répéter, de râler, de vous plaindre, de faire à la place d'eux, je vous propose d'exiger, de tenter de comprendre la raison pour laquelle ça ne se fait pas, d'impliquer en disant mais ok, c'est quoi la solution? Et puis derrière de faire. Et de vérifier si le résultat est au rendez-vous. Ça, vous pourrez faire. In fine, aller vérifier si le résultat est au rendez-vous. J'entendais quelqu'un l'autre jour qui me disait, mais c'est dingue, hein, je lui répète et pendant 4-5 semaines, il s'y tient et puis il oublie à nouveau. Donc tous les 4-5 semaines, tu es obligé de mettre dans ton agenda, n'oublie pas de rappeler, ah, je dis, mais c'est pas ton job, quoi. T'es pas une alerte ou t'es pas un chrono qui dit, attention, toutes les 5 semaines, fais ça. Pourquoi est-ce que la personne, elle, ne peut pas trouver une solution pour qu'elle se rappelle dans les 5 secondes, dans toutes les 5 semaines que c'est quelque chose qu'il faut réinitialiser? C'est pas mon job, je suis pas l'horloge parlante, quoi. Donc ça me semble vraiment fondamental que les personnes elles-mêmes trouvent des trucs dans leurs agendas. On a tous des GSM aujourd'hui, dans leur GSM, pour leur dire, ah, n'oublie pas ça, parce que toutes les 5 semaines que tu l'oublies, bah, il va falloir que cette fois-ci, définitivement, ce soit le résultat acquis. Ne négociez pas le résultat. Troisième chose, s'ils ne comprennent pas, je vais quand même pas leur répéter 30 fois la même chose. Question que je vous pose. Comment vous voyez-vous quand vous répétez 30 fois la même chose? Et la question, la deuxième, c'est comment, à votre avis, vos collaborateurs vous voient quand vous répétez 30 fois la même chose? Ben d'abord, vous,
Ça vous stresse à fond parce que je deviens juste dingue. Moi, si je dois répéter 30 fois avec un collaborateur la même chose, j'ai l'impression que je passe pour un con, en fait. Que je ne suis pas entendu. Ça va juste m'énerver, ça va faire augmenter mon émotion. Et fondamentalement, mon émotion, j'ai envie de la garder paisible, avec une force de travail, une dynamique. J'ai pas envie de la consacrer à de la répétition. Et en fait, vous savez ce qui se passe? C'est que les résultats baissent, en fait. Ça, c'est une évidence, ça. Ils me voient comment quand je répète? Bah, tout simplement comme quelqu'un qui n'obtient pas de résultats. Et entre eux, ils font des blagues, hein. Ils disent, tu vas voir, il va encore nous le dire. Ils le savent, en fait. Donc, ça sert juste à rien de répéter 30 fois la même chose. Pour à nouveau mettre un petit caillou dans votre chaussure, je dirais que c'est toujours la faute de l'émetteur. J'aime bien cette formule-là, pourquoi? Pas parce qu'elle est vraie, mais tout simplement parce que ça me permet de prendre ma responsabilité. Alors, il y a une chose quand même qui est une limite à ça, vous avez vu que j'ai mis une petite astérisque, c'est sauf si la personne en face de moi est vraiment de mauvaise foi, quoi. Si elle fait ça, j'ai beau être un très bon émetteur, si elle n'a pas envie de m'écouter, ça va être compliqué. Donc face à la mauvaise foi, des conséquences, et pour moi, elles doivent être importantes. Pour le reste, s'ils ne m'ont pas compris, j'aime à me dire que c'est de ma faute. En tout cas, de ma responsabilité. Parce qu'il n'a pas compris, parce qu'il a oublié. C'est les trois cas dans lesquels on peut utiliser cette question de l'émetteur. Ben, il n'a pas compris, il a oublié, et les mauvaises foi, je viens de traiter. S'il n'a pas compris, ben, c'est que je lui ai mal expliqué. Et s'il a oublié, c'est qu'on n'a pas convenu d'une manière qu'il faudrait mettre en place, de choses qu'il faudrait mettre en place pour qu'il s'en souvienne. Regardez les petits trucs et astuces que je voudrais vous donner. Quand il n'a pas compris, et que je lui ai dit une deuxième fois, je vais lui poser une question beaucoup plus impactante que de répéter mon injonction. Je vais lui dire, comment je dois faire pour que tu comprennes définitivement? Et s'il vous plaît, ne donnez pas de réponse derrière cette question. Hein. Juste cette question, comment dois-je faire pour que tu comprennes définitivement? Et puis je regarde la personne et j'attends. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse qu'il va me donner. Parce que mon niveau d'exigence, je vous le disais tantôt, il est énorme. Je ne veux plus que tu me répondes que tu n'as pas compris. On va résoudre le problème une fois pour toutes, on va chercher des solutions ensemble. En tout cas, le résultat ne peut jamais être, je te le répète et je le fais à ta place. Alors, on est bien d'accord là-dessus? Deuxième élément, il est de mauvaise foi. Et j'irai au clash. Je lui dirai, tu sais quoi, j'accepte pas, et quelle est la raison de cette mauvaise foi? Et je lui dirai que je le trouve de mauvaise foi. Et alors la réponse que je vais avoir en face, c'est souvent, mais non, c'est pas de la mauvaise foi, je te jure, machin. Mais explique-moi ce que c'est alors. Explique-moi ce que c'est. Et très souvent, derrière ça, vous avez juste un grand point d'interrogation, du silence et un regard qui se baisse. C'est la preuve que c'était de la mauvaise foi. Et face à ça, craque dedans. Je suis désolé, je suis ton manager, je suis pas ton pote, et à partir du moment où le résultat n'est pas au rendez-vous, ben, il va falloir assumer les conséquences. Dernier élément, j'ai oublié. Ben, la question que je vais lui poser, c'est à peu près la même que celle que je pose au-dessus. C'est comment tu vas faire pour ne plus oublier? Pas comment je vais faire, hein, moi je n'ai pas oublié moi. Comment toi tu vas faire pour ne plus jamais oublier? Et la formule que j'utilise encore souvent et que j'aime bien, qui est un peu cash avec mes équipes, c'est comment tu vas faire pour ne plus oublier pendant les 100 ans à venir. Ils ont donc compris à ce moment-là que mon niveau d'exigence était là et qu'il fallait bien arriver avec une réponse qui soit une réponse crédible parce que je ne vais plus le répéter. Ok? On met ça en place. Vous dites parfois qu'il y a un problème de compétence et d'envie. Ce qui est vrai. Ok? Ce qui est vrai, aujourd'hui, on sait que c'est très compliqué d'engager du personnel, difficile d'en trouver sur le marché du travail, surtout pour des tâches complexes. Et je vous propose un petit outil complémentaire, la matrice de délégation. Je vais donc revenir tout simplement sur ces 4 possibilités avec veut faire, sait faire ou veut pas faire et sait pas faire. On va le mettre tout simplement, comme vous le voyez ici, dans cette matrice à 4 cases. Je sais que si mon collaborateur sait faire et veut faire, c'est là que je vais pouvoir lui déléguer quelque chose. Ne déléguez pas une tâche à quelqu'un s'il ne sait pas la faire ou ne veut pas la faire, puisque de toute façon, ça va foirer. Assurez-vous, avant de lui déléguer, qu'il sait et qu'il veut. Alors, si il sait le faire, mais qu'il ne veut pas le faire, alors il va falloir effectivement trouver la motivation, quoi. Je vais essayer de comprendre pour quelle raison ça manque de motivation.
Ok? Peut-être que c'est tout simplement, oui, mais d'habitude tu le demandes aux autres et jamais, jamais à moi. Enfin, il y a mille et une raisons. On va essayer de comprendre derrière et retrouver cette motivation avec la personne. Si quelqu'un ne sait et ne veut pas faire, c'est-à-dire qu'il se fout de vous en fait, hein, c'est souvent ceux effectivement qui ont de la mauvaise foi, ceux en bas à gauche là, ben vous allez leur dire t'as pas le choix. Parce que c'est moi aujourd'hui qui décide. Et si t'es pas d'accord, c'est quand même le même prix. Et le résultat, je l'attends au rendez-vous. Parce que moi, dans mon équipe, j'ai pas besoin de non productifs. Et le rôle que tu as, c'est de délivrer du résultat. Je n'ai pas besoin de toi si tu ne délivres pas de résultat. On n'est pas au Club Med, on n'est pas des amis, on n'est pas en train de faire une soirée en famille. Non, on est en train de travailler pour obtenir des résultats. Ça, c'est non négociable. Et enfin, dernière chose, si la personne veut faire mais qu'elle ne sait pas faire, ben c'est là qu'il va falloir effectivement la former. Mais donc, assurez-vous avant de déléguer une tâche que la personne sait et veut le faire. Et vous pouvez simplement lui poser la question. Voilà cette tâche-là. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu sais la faire? Ben oui, on va voir. Est-ce que tu veux la faire? Oui. Parfait, c'est pour toi. Et sinon, vous avez les réponses pour les trois autres cas. S'il y a un problème de compétence et d'envie, ben on identifie le problème et ce qu'on disait tout à l'heure, on va chercher de ces solutions avec un plan d'action concret. Et tout à l'heure, je vous disais que c'était systématiquement mon manager qui va devoir trouver la réponse. Ici, je suis un peu plus nuancé. Je dirais que s'il ne sait pas le faire, il va falloir le former. Lui, il va devoir apprendre, mais il va falloir lui donner les moyens, quoi. Combien d'employés j'entends qui me disent, ouais, on m'a dit qu'on allait faire un plan de formation il y a 3 ans, on n'a toujours rien vu venir parce que la formation est annulée, parce qu'il n'y avait pas assez de participants, parce que mille et une raisons. Oui, mais alors à ce moment-là, vous ne pouvez pas être crédible. Si on s'engage dans un plan où lui est prêt à être formé, mais qu'il n'y a pas de formation qui suit derrière, à un certain moment, vous ne pouvez pas le responsabiliser du non-résultat. Et autre chose, imaginons qu'ils disent oui, mais moi j'aimerais le faire, plutôt travailler avec tel et tel et tel dans l'équipe. Ok, qu'est-ce que ça peut vous changer qui travaille avec Jérémy ou avec Sylvie? C'est à peu près le même résultat. Donc vous devez donner une partie et lui, il réalise tout simplement le travail. Donc soyons dans le 50-50, vous mettez quelque chose dans la balance, il met quelque chose dans la balance et on obtient des résultats. Chose importante, pour déléguer, il faudrait que j'ai des gens dans mon équipe. Ça, c'est quand même un truc de dingue. Je vous disais tantôt, je l'entends encore, oui, il y a des managers aujourd'hui qui compensent. Parce que, je vais vous le dire, parce que vous êtes trop gentil. Parce qu'aujourd'hui, vous ne parvenez pas à faire entendre votre voix dans l'entreprise pour dire que c'est non négociable d'avoir des gens dans mon équipe. Je vous donne un exemple. J'étais, il n'y a pas plus tard que quelques jours, en discussion avec un manager qui me dit, tu sais quoi Olivier, le cadre de mon équipe, c'est 5 équivalents temps plein plus moi. Et aujourd'hui, dans l'équipe, on est 2 avec moi. Je dis, comment ça tourne? Ben oui, ça tourne. À quel prix? Ben j'en peux plus, je suis prêt à exploser. Et je dis, mais qu'est-ce que tu attends pour que ça bouge? Et la réponse que j'ai, c'est, je le dis, je l'ai déjà dit. Alors vous avez vu, j'ai mis un petit bouton rouge là. Alors entendons-nous bien, hein, je ne veux pas me mettre en guerre avec vos patrons, mais c'est que c'est encore trop facile aujourd'hui. Si ça ne bouge pas, si RH ne met pas tout en place pour engager quelqu'un, si on n'a pas compris que 2 au lieu de 6, c'était ingérable, alors il faudra un jour que on pousse sur le bouton rouge et qu'on dise stop. Stop, en fait, les tâches ne seront pas faites. Ce que vous me demandez comme mission ne va pas aboutir. Il n'y aura pas de résultat. Et regardez, j'ai mis aussi la petite photo des préhistoriques que j'adore. Combien de managers me disent non, écoute, excuse-moi, j'ai autre chose à faire que d'aller demander au RH qu'on engage la personne, de prendre des nouvelles de où on en est dans le recrutement, d'analyser les CV, de mettre sur mon LinkedIn que je cherche des gens. Non, non, pas le temps, je suis occupé à mes tâches. Mais pendant que vous faites ça, en fait, la machine tourne, hein. À ralenti, c'est certain, en vous fatiguant, c'est certain, en épuisant vos collègues aussi, mais elle tourne. Donc pourquoi est-ce qu'on irait s'en inquiéter? Si j'étais manager d'une équipe comme celle-là, je dirais, en fait, puisque ça tourne, pourquoi est-ce que j'irais mettre 4 temps plein en plus? Ça fait une fameuse économie, hein. Donc tant que t'es pas tombé, vas-y, cours Forest. Amuse-toi seulement. Donc je vous demande un petit truc, s'il vous plaît. Avoir le cadre dans vos équipes, c'est non négociable. Je vous demande d'avoir le courage du supplice de la goutte d'eau. Je ne sais pas si vous connaissez ce supplice de la goutte d'eau.
Alors, c'est pas faire des grands tralala et jeter des coups de pied dans toutes les portes. C'est tout simplement tous les jours répéter, ça ne va pas, je ne sais pas faire sortir le travail que tu me demandes. Ça ne va pas. Je ne sais pas faire sortir le travail que tu me demandes. Ça ne va pas. En fait, en restant extrêmement calme, mais en tapant tous les jours au même endroit, la supplice de la goutte d'eau, hein, vous voyez au Moyen Âge, ça rendait les gens complètement fous. Ben, fondamentalement, vous savez quoi? Si vous êtes manager, vous êtes garant d'abord d'avoir une équipe pour pouvoir obtenir le résultat que vous voulez. Donc s'il vous plaît, arrêtez de compenser, vous vous fatiguez et en fait, malheureusement, vous courez dans le vide. Ça ne sert à rien cette énergie-là parce qu'elle ne change pas le système. Et tout le monde s'en fout. Tant que votre travail est fait, personne ne regarde les conditions dans lesquelles c'est fait. Donc votre première priorité, c'est d'avoir des gens dans votre équipe et je dirais aussi que c'est votre pleine responsabilité. Si vous n'avez personne dans votre équipe, alors il y a un bouton rouge, actionnez-le. Faut de toute façon que je vérifie tout. Alors, c'est marrant parce que vérifier, je dirais que c'est quoi? Dire ce qui ne va pas, demander des corrections, faire acquérir des compétences. Ça, je suis d'accord avec vous. Vérifier, ça c'est votre job. En faisant peut-être des coups de sonde, hein, parce que vérifier tout, ça va être compliqué. Corriger, c'est pas votre job. Je vous donne un exemple. Une manager me disait l'autre jour, ah ben moi je suis à la tête d'une équipe, ça se passe dans une administration, je suis à la tête d'une équipe et je ne parviens pas à sortir le nez du guidon et m'occuper de mon équipe parce que tous les dossiers sont mal ficelés et donc avant de les envoyer au traitement au cabinet, je suis obligé de tout vérifier et je corrige tout, même les fautes d'orthographe, parce qu'ils font plein de fautes d'orthographe. Je dis mais c'est pas ton job. C'est pas ton job de corriger les fautes d'orthographe. Ton job, c'est de dire, il y a des fautes d'orthographe. Et en fait, on est souvent tenu par l'urgence. Oui, mais ça doit partir pour tantôt, voire pour hier. Et vos collaborateurs, ils savent très bien ça. Hein. Donc en fait, à partir du moment où ils savent que vous allez quand même remplir les tâches, qu'ils peuvent faire à la rigueur un brouillon et que vous allez faire le reste, pourquoi est-ce qu'ils iraient se casser derrière à essayer d'avoir un truc nickel picobello, puisque de toute façon, vous allez vous en occuper. Non, 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 non. C'est beaucoup plus embêtant de rendre la copie en disant, tu sais quoi, voilà ce qui ne va pas, voilà les corrections que je te demande, tu vas me modifier ci, ça, sur le fond, voilà ce qui ne va pas, sur la forme, voilà ce qui ne va pas, euh, et j'attends une réponse pour 17 heures, pour demain matin, enfin peu importe. Vous fixez le niveau de résultat et normalement le timing à laquelle ça doit être fait. Ça, c'est votre job en fait. Et puis derrière, ben, ils vont acquérir des compétences. Parce que si quelqu'un fait encore des fautes d'orthographe dans votre équipe, excusez-moi, on est en 2026, il y a ChatGPT, quoi. Comment c'est possible? Je pourrais même presque croire que c'est de la mauvaise foi. S'il reste des fautes d'orthographe aujourd'hui dans un dossier, comment est-ce possible? Et j'en vois encore beaucoup. Hein. Donc vraiment, c'est pas votre job de corriger, c'est votre job de vérifier. Et à moyen terme, ça vous fera gagner énormément de temps puisque vous ne serez plus que le coup de sonde qui va de temps en temps aller jeter un coup d'œil sur est-ce que les corrections que j'avais demandées sont bien réalisées. Et je ne vais pas passer sur tout systématiquement. Sinon, je me fatigue à passer derrière tout ce qu'ils font. Ben, en fait, vous n'êtes pas leur père ni leur mère, hein, vous êtes leur manager. Ils sont payés pour faire le job sur lequel ils ont la compétence. Ben, ils font leur job et vous vérifiez si c'est correct parce que vous êtes quand même responsable, in fine, d'assumer le résultat. Ah, mais moi j'ai déjà eu de sales blagues. Hein. Et après ça me retombe toujours dessus. Donc moi je suis désolé, mais moi je veux plus prendre ce risque-là. Et je vous réponds, oui, vous avez raison. Vous êtes responsable du résultat. Vous êtes responsable d'assumer absolument tout dans l'équipe. Oui, mais comment alors j'assume le résultat sans vérifier tout, sans le faire moi-même, sans avoir la certitude que ce sera fait comme je le ferai moi-même? Ben c'est ça, tout l'enjeu du truc. C'est de pouvoir vous dire, je vais pouvoir faire confiance à mes équipes comme si c'était moi qui l'avais fait. Et peut-être qu'au niveau du résultat final, ce sera peut-être un tout petit peu moins bon au début que ce que j'aurais fait moi-même. Mais pour ça, je vous propose 3 outils à utiliser. Premier outil du cadre. S'il vous plaît, mettez clairement par écrit vos exigences de comment vous voulez que ça fonctionne. Comment vous voulez qu'on vous envoie les documents?
comment vous voulez qu'il soit stipulé, où vous voulez qu'il soit rangé, comment on fait pour fonctionner ensemble, qu'est-ce qui vous dérange le plus. Mettez ça en fait, parce que vous êtes le responsable, vous êtes donc le garant du cadre de fonctionnement, c'est-à-dire les règles entre vous. Une règle simple, si tu m'envoies un dossier avec des fautes d'orthographe, je te le renvoie, point. Il ne passera même pas la barre de c'est bon ou c'est pas bon. S'il y a des fautes, retour à l'expéditeur, tu les chercheras toi-même. Ça pourrait être un cadre que je fixe, ok? Ça pourrait être le cas. Un deuxième cadre que je pourrais fixer, si le dossier est en retard, sache que tout simplement, tu iras le défendre toi-même. Moi, je n'irai pas, c'est trop tard. Ou bien si ce truc-là ne sort pas, tu iras toi-même te justifier auprès des X. C'est du cadre, c'est nos règles de fonctionnement, c'est le gentleman agreement entre nous, comment on fonctionne. Ce cadre-là, plein de gens me disent « Ah mais moi il est clair ». Et quand je demande à leurs collaborateurs c'est quoi le cadre ici, ils me disent « Je sais pas du tout, je ne comprends pas ce que tu veux dire ». Je dis « Le cadre, c'est quoi les règles ici ?» Je sais pas, on doit arriver à l'heure. Vous voyez, et quoi d'autre? Je sais pas, on doit pointer le matin. Ah oui, ok, super. Mais moi, c'est pas ça que j'entends, hein. C'est pas le règlement de travail, le cadre, hein. C'est tout simplement l'accord que je fais entre moi, manager, et toi, manager. Et c'est probablement différent de manager à manager. Moi, je sais que le cadre qui est fondamental, c'est on ne bypasse pas, par exemple. On ne me bypasse pas. Et je dis même bypass is a crime. Comme ça, au moins, c'est clair dans mes équipes. Si tu le fais une fois, sache que ça va être directement réaction maximale, quoi. Puisqu'on s'est mis d'accord, je t'ai dit que c'était un crime, face à un crime, il y a l'action, quoi. Le cadre. Deux, des attentes extrêmement claires. Je crois qu'il y a plein de managers qui croient qu'ils sont clairs dans leurs attentes et en fait, quand tu demandes aux collaborateurs, c'est pas si clair que ça. Pour moi, une attente claire, c'est qui fait quoi pour quand, comment. J'attends de toi que pour telle date, enfin vous connaissez tous les objectifs SMART et ainsi de suite, moi, vraiment des attentes très très claires, quoi. Et des priorités peut-être aussi qui soient claires. Parce que je connais un tas de managers qui, eux, noient leurs équipes en changeant de priorité toutes les 5 minutes. En fait, comment voulez-vous que je m'organise? C'est juste pas possible, quoi. Donc des attentes claires et probablement une ordre de priorité aussi claire. Et enfin, du suivi. Ce serait important qu'on puisse faire un état des dossiers une fois régulièrement, je sais pas, une fois par semaine, on fait le tour de nos dossiers, quoi. Parce que sinon, on a l'impression qu'on abandonne nos collaborateurs. S'il n'y a pas de suivi, vous faites quoi? Vous dites des attentes claires, voilà, je leur ai tout donné, hein, maintenant ils savent tout. Mais comme si à un certain moment, les gens n'avaient pas besoin de se sentir accompagnés, suivis, regardés, écoutés, enfin voilà quoi. Le suivi, c'est une des bases de la délégation, parce que déléguer sans contrôler, c'est abandonner. C'est aussi simple que ça. Déléguer sans contrôler, c'est abandonner. Et vous savez quoi? Quand je me sens abandonné comme collaborateur, ou bien j'en suis très content en me disant waouh, j'ai la paix totale, ou bien je me dis de toute façon, ils s'en foutent complètement quand même de moi. Donc pourquoi est-ce que j'irais essayer de donner le meilleur de moi-même? Parce que de toute façon, ils s'en foutent, ils ne regardent même pas. Donc vraiment, hein, pour moi, il y a deux choses dans la délégation. Il y a ce que je vais donner comme tâche, et puis derrière, ce que je vais faire comme accompagnement pour que je sois sûr que ces tâches-là soient vraiment bien réalisées. En tout cas, que ce soit clair, déléguer, c'est une compétence managériale qui vise à faire grandir les gens. Et ce n'est pas se décharger. Parce que sinon, j'entends encore des managers qui disent oui, mais à quoi il va servir alors? Quand il aura tout donné, là, il sert à quoi? Il ne fait plus rien en fait maintenant. Et vous en connaissez peut-être, hein, des managers qui en fait sont les rois du monde de la délégation. Moi, je ne les appelle pas les rois du monde de la délégation, je les appelle les rois du monde de l'abandon. En fait, eux, ils mettent les pieds sur la table et ils disent bon, ça va. Et quand ça ne se passe pas bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire à leur manager que c'est de votre faute à vous. Mais non, je suis désolé, ça c'est juste de l'abandon et c'est inacceptable comme manager. Quand vous êtes manager, vous déléguez et vous contrôlez. Et vous faites grandir les gens en fait, parce qu'ils seront d'autant plus contents de voir qu'ils progressent, qu'ils savent faire de nouvelles choses, qu'ils sont de plus en plus autonomes et que vous leur faites confiance. C'est aussi s'adapter à la personne et à ses besoins. Vous ne saurez pas déléguer les mêmes choses à des personnes différentes, tout simplement, ils sont différents. Ils ont d'autres modes de fonctionnement, ils ont d'autres compétences, ils ont d'autres connaissances. Et donc, vous, ça va être important de connaître très très bien les gens pour savoir ce que vous pouvez leur déléguer sans que ça donne l'impression de surcharge. Je vous rappelle, déléguer, deux contraintes absolues,
il ou elle sait faire, il ou elle veut faire. Si ce n'est pas le cas, il faudra que je comprenne pourquoi et essayer de trouver des solutions avec eux. Mais tout simplement, si je continue à essayer de pousser alors que la barque est déjà pleine, ça va juste bugger, ça ne servira à rien. Troisième élément, c'est autonomiser, responsabiliser, faire confiance. Mais c'est aussi, et ça attention, c'est pas une surveillance permanente. Quand je disais tout à l'heure contrôle, c'est tout simplement aller prendre le pouls, quoi. Contrôler, c'est pas me mettre ma tête au-dessus comme un vrai surveillant, un plouc de l'époque où on regardait les gens par-dessus leur épaule. Ça, c'est ce que j'appelle la surveillance. Pour moi, le contrôle, c'est tout simplement un regard bienveillant et constant sur ce que tu es en train de faire, ce dont tu as besoin, et ce que tu as déjà fait comme état d'avancement, et comment je peux t'aider si ça bug. Mais en tout cas, je ne perds pas mon niveau d'exigence. Ça me semble vraiment important. Déléguer, c'est donner les moyens de réussir aussi, hein, parce que j'en connais qui sont complètement tordus. Je connaissais très très bien dans un hôpital que j'ai dû arrêter d'ailleurs. J'ai trouvé son grand manager, son CIO. Je lui ai dit, écoute, pour moi cette personne-là, elle ne peut plus être en contact avec des équipes. C'est dramatique. En fait, elle me disait, je sais qu'il ne sait pas le faire. Je vais lui donner expressément pour qu'il rate. Ça vous choque? Enfin, j'espère que ça vous choque. J'étais vexé, choqué, je ne comprenais pas comment c'était possible. Et la réponse qui me disait, mais ça assoit mon pouvoir, comme ça, ils se sentent vraiment nuls, quoi. Mais vous vous rendez compte, on est en 2026, un manager qui fait ça, pour moi, c'est de la maltraitance, quoi. Je suis sûr qu'il n'y a aucun d'entre vous qui fait ce genre de choses, mais même tordre des pièges en disant, tu vas voir, je vais te donner un truc un peu plus difficile. Non, 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 assurez-vous qu'ils sachent et qu'ils veuillent le faire. On est des adultes responsables, vous n'êtes pas là pour leur tendre des pièges, on n'est pas dans Squid Game. Et en fait, le but, c'est qu'ils réussissent. C'est pas tout simplement que vous leur montriez qu'ils sont pas compétents. Chose élément suivant. C'est faire le suivi. Et donc, c'est ce que je disais tantôt. C'est pas chercher l'erreur, c'est pas surveiller tout, c'est pas tomber dans tes pièges, c'est ça demander où est-ce que tu en es, comment ça évolue. C'est s'intéresser à, en fait. Quand vous vous intéressez aux gens, vous ne donnez pas l'impression que vous êtes tout simplement le petit plouc qui vient contrôler ce qu'ils sont en train de faire, mais tout simplement, vous regardez leur travail et vous vous intéressez à ce qu'ils font, ce qu'ils ont comme difficultés et comment vous pouvez les aider. Et enfin, c'est garder son entière responsabilité. Ça, c'est un truc qui me semble fondamental. Même si ça bug, c'est de votre responsabilité. OK? Donc vous avez délégué une tâche à quelqu'un, il ne la réussit pas. La tendance première serait de dire, oui, mais enfin, excuse-moi, c'est de ta faute, quoi. Alors c'est probablement de sa faute, mais c'est de votre responsabilité. Et pour moi, c'est la différence entre les deux, faute et responsabilité. Il a peut-être commis une faute, mais puisque vous êtes son chef et que vous êtes payé pour ça, vous êtes responsable in fine. Donc s'il vous plaît, je vois encore de temps en temps, et vous avez déjà peut-être vu cette petite vidéo en ligne où un gamin se fait enguirlander par son père parce qu'il a peint son frère en couleur, là, il est grand et le frère est tout petit, et le papa demande qui est responsable, qui a fait ça, et le grand fait comme ça, il montre son frère comme ça, qui n'a absolument rien à voir, parce que lui, il a 1 an et demi, il comprend rien de ce qui se passe. Je vois encore quelques managers aujourd'hui qui font ça. Quand ça bug et que ça vient d'en haut, ils disent, oh, c'est pour moi, c'est lui. Non, 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 vous savez quoi? Quand vous faites ça, vous perdez toute crédibilité, toute légitimité auprès de votre équipe. Certes, vous assoyez votre pouvoir, mais fondamentalement, est-ce que votre but comme manager, c'est d'être puissant ou c'est d'être respecté? Et pour moi, fondamentalement, c'est ça le but. Quand vous déléguez, vous êtes respecté, vous donnez de l'autonomie, vous permettez aux gens d'être heureux au travail. Nous, Happiness Consult, c'est vraiment ce qu'on cherche. Quand vous développez le niveau de compétence de votre équipe, ben en fait, vous allez travailler de manière beaucoup plus efficace et vous allez investir du temps dans ce qui compte vraiment pour un manager, c'est-à-dire les ressources humaines. Et alors à ce moment-là, ben, quand vous rentrez chez vous, vous direz, ah, franchement, je me regarde dans le miroir et je peux dire que je suis un bon manager. On est au bout. Euh, je ne vais pas évidemment oublier de vous rappeler qu'on a un webinaire gratuit suivant qui traite des personnalités ou des comportements difficiles. Ça, c'est quand même très très important. On se pose la question, est-ce qu'il y a des personnalités difficiles ou est-ce que ce sont simplement des comportements difficiles? Ben, on va analyser ça ensemble, on donnera des réponses. Ça se passe le mardi 27 janvier 2026 de 19h30 à 20h30 et merci d'ailleurs de vous libérer le soir pour ça aussi. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les réseaux à www.happiness-consult.be. N'hésitez pas à donner ces commentaires aussi à ce webinaire parce que ça m'intéresse d'avoir vos retours sur la manière dont ça s'est déroulé et surtout ce que vous y avez appris.
C'était un webinaire très agréable pour moi. Je vous rappelle, je fais quoi quand déléguer me prend plus d'énergie que de faire moi-même? Ben, j'utilise tous les trucs qu'on a vus ensemble pendant c'est presque 7 heures passées ensemble. Je vous souhaite déjà une excellente fin de journée et je suis sûr que on aura du plaisir à se retrouver très très vite pour le prochain webinaire et que vous serez à nouveau très très nombreux. Bonne fin de journée.